Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Des milliards de dollars en Bitcoin viennent de se réveiller et ça inquiète. C'est assez fou, ça fait 14 ans qu'ils n'ont pas bougé. On va parler de plein de choses aujourd'hui. On va parler de BNB, on va parler de Ondo et d'une acquisition qui a été réalisée par cette société. On va parler d'airdrop, je vais vous parler de plein de sujets différents. On va commencer avec le cours des crypto-monnaies. On a un BTC à 108 000 dollars, moins 1%, Ethereum moins 3% quasiment, 2500 dollars. Ce qui est intéressant, quelque chose dont j'ai pas parlé dernièrement, c'est que le SP500, il est à son plus haut historique. C'est assez fou. On a eu la baisse en avril et là, ça a bien remonté. On était à 5000 points en avril, là, on est à 6200 points. Bref, ça se passe plutôt bien pour le SP500 qui représente les 500 plus grosses cités américaines. Et pour moi, il n'y a pas de raison que le Bitcoin ne monte pas et ne dépasse pas non plus son plus haut historique maintenant avec dans l'état actuel du marché. Alors il y a des petites inquiétudes macroéconomiques, il y a les droits douaniers dont on va reparler, dont on a déjà commencé à reparler dernièrement, ça avait été décalé dans le temps, on se rappelle de Donald Trump qui avait donné, je sais plus, 60 ou 90 jours pour décaler tout ça, et maintenant on arrive à cette échéance et on reparle des droits douaniers de l'Europe, on est en train de reparler de tout ça, donc encore un peu d'incertitude au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Ensuite, Eclipse, ceux qui ont fait des choses sur cette blockchain, on rappelle Eclipse, c'est Solana sur Ethereum, c'est une Solana EVM, c'est une Solana Virtual Machine sur Ethereum, sur une solution de niveau 1 Ethereum. Bref, c'est un L2 Solana sur Ethereum, un peu bizarre. L'airdrop va bientôt avoir lieu, vous pouvez voir à combien de tokens vous avez droit si vous avez fait des choses sur Eclipse, sinon pas la peine de vérifier si vous êtes éligible ou non. Ondo. Vous connaissez bien Ondo, ce projet de RWA dont on parle beaucoup, l'un des tokens leaders sur le marché. Et bien Ondo, on a eu pas mal d'annonces, on a eu deux annonces principales aujourd'hui dont je vais vous parler. Premièrement, c'est qu'ils viennent d'investir 250 millions de dollars avec Pantera Capital dans un fonds qu'ils ont créé, ils appellent ça le Ondo Catalyst, pour investir dans des projets RWA et des projets liés à la tokenisation. Ils vont investir soit pour avoir des actions dans les sociétés, soit pour avoir des tokens. Donc c'est une sorte de fonds d'investissement pour développer les RWA. Moi, je vois ça comme une manière de Ondo de repérer les projets RWA potentiellement concurrents avant que ça n'aille trop loin, aussi de diversifier et d'avoir de nouvelles sources de revenus potentiellement en vendant leur part dans ces projets. Mais attention, là quand je parle de Ondo, je parle de la société Ondo et pas du DAO Ondo. C'est pas les personnes qui ont le token Ondo qui décident de cette allocation de fonds. C'est ça le problème avec Ondo dont j'ai parlé plusieurs fois. Il y a la société et il y a l'organisation autonome décentralisée qui en fait ne gère qu'un petit protocole de DeFi qui s'appelle Flux Finance. À l'époque, il y avait à peine 40 millions de dollars dans ce protocole. Et autre sujet autour de Ondo, ils viennent d'acheter Oasis Pro. C'est une société aux États-Unis qui a toutes les licences nécessaires pour pouvoir faire du trading d'actions. Et c'est quelque chose qui va être utilisé par Ondo dans la tokenisation et dans le moyen de tokeniser sur la blockchain des actions issues de la finance classique. Tout ce ça ressemble un peu à ce qu'a fait Robinhood avec les actions tokenisées, à ce qu'a fait Kraken aussi. Et ben là, Ondo, on le savait qu'ils voulaient se positionner sur ce segment avec l'Ondo Chain. Là, on a la confirmation et surtout on a l'outil nécessaire pour le faire, ils l'ont eu, toute la licence, c'est un peu comme s'ils avaient acheté la licence qui leur permettait de faire ça. Donc une bonne nouvelle pour Ondo qui devrait déployer tout cela dans l'Ondo Chain et c'est un peu leur objectif maintenant de déployer tout ça sur Ondo Chain, être maître de leur destin sur leur propre blockchain et j'espère que ça va venir apporter de la valeur au jeton Ondo, mais malheureusement, dans tout ce que j'ai lu autour de l'Ondo Chain, je vois pas comment le token Ondo va prendre de la valeur grâce à ça. Il n'y a pas de staking de jetons Ondo, il n'y a pas de frais qui vont vers le jeton Ondo. J'observe pas tout ça sur l'Ondo Chain et c'est quelque chose qui m'embête encore une fois sur ce projet. Ensuite, on va parler du BNB. Il y a pas mal de sociétés qui accumulent de l'Ether, Solana, BTC et aussi le BNB. Nanolabs vient d'acheter 50 millions de dollars de BNB. Alors leur cible, c'est d'en acheter 1 milliard. Ils ont 160 millions de dollars en actifs numériques, donc BNB plus Bitcoin. Donc on ne sait pas encore la répartition, mais j'imagine qu'ils ont dans les 100 millions de dollars en BTC. Et ils vont continuer de faire ça, ils espèrent atteindre 1 milliard de dollars et lever déjà dans un premier temps 500 millions de dollars. Alors ils disent qu'ils espèrent ne pas dépasser 10% de la supply, mais 10% de la supply de BNB c'est une quantité faramineuse, on parle de 9 milliards de dollars sur 10% de la supply. Je pense pas qu'ils vont y arriver tout de suite, mais c'est une bonne nouvelle pour le BNB s'il y a d'autres sociétés. Là, c'est l'une des deux premières qui achètent du BNB. J'attends de voir vraiment si ça va prendre ou pas, comme l'Ether, comme Solana et comme le Bitcoin. BNB, on rappelle,
ce qui est un peu gênant, enfin ce qui est même beaucoup gênant sur le BNB, c'est qu'il y a quasiment la moitié, voire la majorité des jetons BNB qui sont détenus par Binance. Donc c'est quand même quelque chose qui reste extrêmement centralisé aussi, et il y a ce risque en fait de vente de jetons BNB par Binance. Alors c'est pas l'objectif de Binance, c'est de faire en sorte que le jeton prend de plus en plus de valeur, il faut un burn aussi régulier. Mais attention, les tokens comme ça, où la majorité est détenue par une entité, moi c'est quelque chose qui m'inquiète, tout comme le XRP avec la moitié à peu près qui sont détenus par Ripple. Ensuite, on va parler de Arbitrum. Arbitrum avec un mécanisme sur Arbitrum qui vient de générer 2 millions de dollars de frais pour le DAO Arbitrum depuis 3 mois où ça a été lancé. Ça s'appelle Time Boost et c'est un mécanisme qui est mis en place pour pouvoir, d'une certaine manière, payer des frais sur Arbitrum pour faire passer sa transaction en premier, en priorité. C'est un peu une voie prioritaire sur l'autoroute. Vous payez plus, vous passez en premier. C'est quelque chose qui est mis en place au niveau du séquenceur. C'est l'élément qui permet d'envoyer des transactions sur la blockchain Arbitrum. Donc c'est une bonne chose parce que cet argent va au DAO. Le DAO, c'est l'organisme autonome décentralisé où le jeton Arbitrum est le jeton de vote, on va dire, qui permet de décider comment va être alloué les fonds du DAO. Et ils ont beaucoup d'argent dans le DAO. Si on prend en compte les jetons Arbitrum, ils ont plus d'1 milliard de dollars dans le DAO. Donc là, on peut voir un exemple de jeton qui a une vraie utilité dans le sens où il permet de contrôler la trésorerie du DAO. C'est une utilité réelle, comme le jeton Uniswap permet de contrôler la trésorerie d'Uniswap. C'est pas quelque chose qu'on observe sur un certain nombre de tokens qui n'ont pas d'utilité réelle. Donc là, bonne chose pour Arbitrum, mais la problématique, c'est que sur le long terme, on risque d'avoir en fait le DAO Arbitrum qui n'aura pas envie de se décentraliser au niveau du séquenceur. Le séquenceur, c'est cette brique centrale pour envoyer les transactions. Et là, en fait, ils n'ont aucune raison de le décentraliser parce que s'ils le décentralisent, tous ces frais ne vont plus partir uniquement chez le DAO, ils vont aller chez les diverses entités qui vont faire tourner d'autres séquenceurs. Donc ça peut poser un problème sur le long terme, mais à court terme, c'est une bonne nouvelle parce que ça fait plus d'argent pour le DAO Arbitrum, mais à long terme, attention, moi ça m'inquiète d'un point de vue décentralisation. Si vous voulez creuser un peu d'ailleurs tous ces sujets autour de la technique, autour de la finance décentralisée, autour de la génération de rendement et vous voulez vraiment maîtriser tous ces sujets, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. J'offre un accompagnement vraiment personnalisé pour pouvoir monter en compétence sur ces sujets. Ça prend pas beaucoup de temps, ça peut prendre 1 heure par mois si vous faites les choses de manière assez carrée, tout en faisant fructifier vos cryptos vraiment au maximum de leur potentiel. Vous avez le lien dans la description. Alors, ensuite, les chiffres de l'emploi aux États-Unis sont sortis et c'est assez mitigé dans le sens où c'est mieux que ce qui était prévu. Il y a eu plus d'emplois au final et c'est une bonne chose pour l'économie parce que on est en train de voir que malgré les droits douaniers, malgré tout ça, pour l'instant, on ne voit pas d'effet et que le chiffre de l'emploi sont plutôt bons. Malheureusement, pour la réduction des taux directeurs, c'est pas une bonne chose parce qu'on voit qu'il y a quand même un niveau qui est toujours d'emploi. Enfin, il vaut mieux des chiffres d'emploi mauvais pour pouvoir baisser les taux directeurs parce que ça montre que l'économie n'est pas en surchauffe d'une certaine manière. Là, avec des taux élevés et des chiffres de l'emploi qui sont plutôt bons, la SEC ne va pas tout de suite baisser les taux directeurs et d'ailleurs, il y a de grandes chances que ça ne baisse pas, 95% de chances que ça ne baisse pas d'ici juillet, la prochaine fois que la Fed va faire baisser ou décider en tout cas des taux. Ensuite, je vous ai dit, il y a des portefeuilles, il y a des milliards et des milliards de bitcoins qui sont en train de bouger, qui n'avaient pas bougé depuis très longtemps. C'est assez énorme, c'est des portefeuilles qui n'ont pas bougé depuis 2011, depuis mai 2011. À l'époque, le Bitcoin, enfin la personne qui a acheté ces bitcoins les a achetés autour de 1$, 0,78$, j'ai vu les chiffres passer. Et là, d'un coup, ces wallets ont commencé à bouger. Pourquoi je parle de plusieurs wallets? Parce qu'il y en a beaucoup. A priori, selon les dernières analyses, il y en aurait 8 wallets. Et ce qui est très étrange, et ce qu'on n'a jamais vu quasiment, c'est que les divers wallets contiennent exactement 10 000 bitcoins. 10 000 bitcoins, donc la personne qui a obtenu ces bitcoins les a sûrement minés ou je ne sais pas comment, mais en tout cas, elle a décidé de les séparer en 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Ce qui est assez étrange parce qu'à l'époque, ça valait 10 000 $. Et il y a très peu de personnes qui ont, par exemple, 100 000 $ et qui divisent tout ça en
10 wallets différents de somme exacte. Honnêtement, je connais personne qui fait ça. Donc, je ne sais pas ce que ça cache. Est-ce que c'est plusieurs personnes? Est-ce que c'est une société de minage qui avait plusieurs wallets différents? Je ne sais pas, honnêtement, on ne sait pas ce que c'est que ces bitcoins, mais le fait que ça soit en train de bouger maintenant, ça inquiète un peu parce que les gens se disent, la personne va peut-être vendre et ça va faire des milliards et des milliards qui vont arriver sur le marché d'un coup. Et c'est pas très bon. Mais bon, je comprends aussi la personne qui a attendu 14 ans pour vendre et elle était assise sur une fortune de presque 10 milliards de dollars. Je comprends aussi le fait de vouloir vendre. Alors pourquoi tout d'un coup? On ne sait pas encore si tout va être vendu, mais en tout cas, c'est en train de bouger. Donc on va suivre aussi ces bitcoins en mouvement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. Je vous souhaite un très très bon week-end et on se revoit lundi. Allez, au revoir, ciao ciao.